Bonjour et bienvenue aujourd'hui au fin fond de l'Espagne, en un lieu tenu secret, loin de la foule et des regards indiscrets, pour assister, et pour nous seuls, en spectateurs privilégiés, aux tout derniers essais de ce nouveau concept car Renault, qui sera présenté le mois prochain, en première mondiale, au Salon de Genève. Alors vous le voyez, Éric Courly et Jérôme Barbier terminent leur reportage, que vous verrez tout à l'heure en fin d'émission. Retour vers le futur et sur les concept cars de Détroit 1999. L'abondance de l'actualité, vous le savez, nous a contraints à différer de quelques semaines. Le reportage complet réalisé par Jean-Luc Moreau et Éric Delpech sur les prototypes du futur de Détroit. Aujourd'hui, je vous le promets, les projets des designers américains sont bien en turbo. À peine née et tout juste commercialisée, la Volkswagen New Beetle est déjà accommodée à la sauce tuning, une réalisation signée Volkswagen Amérique et que l'on verra peut-être un jour sur les routes d'Europe. En tout cas, je vous l'assure, elle est dans turbo aujourd'hui. En Europe, ça nous fait souvent sourire, mais c'est vrai que souvent les Américains, dans leur comportement quotidien, ont des attitudes de grands enfants. Ils s'amusent facilement de tout et de n'importe quoi. Et ce qui est drôle, c'est que la vision qu'ont les designers automobiles américains des voitures que conduiront leurs compatriotes dans les 10 ans à venir est du même acabit. Empreinte des images de l'enfance, un mélange hétéroclite de Batman, Tex Avery, Mad Max et des stars automobiles des années 50, des 50. En témoignent les concept cars de ce salon de Détroit en 1999. Reportage aux États-Unis de Jean-Luc Moreau et d'Éric Delpech. S'il est vrai que la grande majorité des designers américains est tombée dans la marmite des feuilletons hollywoodiens quand ils étaient petits, ça n'est quand même pas Zorro, mais avouez qu'on peut y penser, qui a inspiré ce concept car dessiné par le bureau de style Nissan de San Diego, en Californie. Un Z qui ne veut donc pas dire Zorro, pas plus d'ailleurs que Zagato, le fameux styliste italien qu'évoque immanquablement la ligne arrondie de la voiture. En fait, le Z fait ici référence à la 240Z, le premier coupé sportif lancé par le constructeur japonais en 1969. La Z est donc un hommage au passé, mais aussi un regard sur le futur proche de Nissan, puisque ce petit coupé sportif pourrait bien remplacer la 300ZX, dont le prix et le gabarit ne correspondent plus à la demande du marché. De fait, la Z est une taille rikiki, et grâce à sa plateforme et son moteur 4 cylindres 2,4 litres 200 chevaux emprunté à la série, elle devrait être abordable, puisque dans l'hypothèse d'une commercialisation, son prix aux États-Unis serait inférieur à 130 000 francs. Si l'on veut rester dans le créneau des feuilletons de notre enfance, c'est cette fois vers au-delà du réel, la 4e dimension, ou pourquoi pas Cosmos 1999, qu'il faut se tourner pour trouver la source d'inspiration du proto SSU de Mitsubishi. Lui aussi dessiné en Californie, le SSU ne fait pas dans la dentelle pour attirer l'attention. Tout simplement monstrueux, ce 4x4 vient en effet chasser sur les terres du Hummer américain. 4,60 m de long, plus de 2 mètres de large, des ailes gonflées aux anabolisants, de gigantesques roues de 20 pouces de diamètre, c'est clair, on joue ici la carte des loisirs très sportifs. Et ça continue sous le capot avec un 6 cylindres en V à double turbo de 310 chevaux et à l'intérieur carbone et aluminium comme dans un avion, un hélicoptère ou un vaisseau spatial. Hélas, on ne pourra pas profiter tout de suite des 600 watts de la Hi-Fi embarquée car le SSU n'a pour ambition que de faire rêver et ne sera jamais fabriqué. Et cette année au rayon 4x4, Terminator ou Rambo n'ont eu que l'embarras du choix car les designers américains ont plutôt vu large et musclé. Après le Cherokee, le Grand Cherokee, voici en effet ce que l'on pourrait appeler le méga Cherokee puisqu'il mesure 22 cm de plus en longueur et 18 de plus en largeur que son petit frère. Mais le Commander, c'est son nom, n'est pas qu'une simple évocation stylistique du Cherokee du 21e siècle. C'est aussi un laboratoire roulant conçu pour tester les technologies de propulsion du prochain millénaire. Le Commander possède en effet 2 moteurs, un paressieux, ils sont électriques et alimentés en courant par une pile à combustible avec réformeur qui transforme du méthanol en hydrogène puis en électricité par réaction chimique. Pour simplifier, c'est 90% moins polluant qu'un moteur thermique, mais encore très lourd et très cher à fabriquer. Cela dit, en attendant la pile à combustible, on pourra peut-être disposer de quelques-uns des équipements originaux dont est bardé le Commander, comme un minuscule boîtier de prise de vue logé dans le tableau de bord, qui en cas de vol envoie directement par satellite la photo du voleur à la police.
Voilà, il y a 3 semaines, lors du Salon de Détroit, nous vous avions promis de vous en dire un peu plus sur ces véhicules qui feront le 21e siècle. Certes, vous ne savez encore pas tout, mais vous pouvez être sûr d'une chose, l'avenir automobile ne sera pas triste. Si la technologie automobile est sans cesse en évolution, en revanche, l'éclairage de nos voitures, lui, depuis la naissance de l'automobile, a peu évolué. C'est vrai que certains constructeurs adaptent aujourd'hui sur quelques-uns de leurs modèles des lampes au xénon plus performantes que les traditionnelles lampes halogènes, mais en fait, c'est avec l'électronique que la révolution de l'éclairage va s'opérer, puisque cette électronique va permettre d'adapter en fonction des conditions atmosphériques ou du type de route, non seulement le faisceau de balayage de nos phares, mais aussi l'intensité de l'éclairage. C'est passionnant et c'est raconté maintenant par Christophe Chevalet. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, nous ne sommes pas dans un cinéma en plein air. Si vous cherchez le paysage qui défile, c'est inutile, car ici tout est immobile. Nous sommes à Lippstadt, au nord-ouest de l'Allemagne, chez l'un des spécialistes de l'éclairage. Cet équipementier automobile utilise ce qu'on appelle un tunnel de lumière. Contrairement à son nom, il s'agit en fait d'une route de 140 mètres de long et 10 mètres de large, plongée dans une obscurité totale. Ici, on peut reproduire la plupart des conditions de circulation nocturne, comme par exemple l'apparition de piétons sur le bord de la route ou l'éblouissement lors d'un croisement. Mais revenons en arrière. Voici une ampoule halogène H1 à filament qui équipait nos voitures dans les années 60. Regardez, voilà ce que l'on voyait à cette époque. Le faisceau ne dépasse pas une vingtaine de mètres. Autrement dit, on ne voit rien du tout. Depuis, la puissance des ampoules halogènes n'a cessé d'augmenter. Et il faut attendre 1996 pour voir arriver une nouvelle génération d'ampoules, les lampes au xénon. Au lieu d'avoir un filament comme source de lumière, on utilise un arc lumineux qui est produit par une tension de 20 000 volts. Le résultat est étonnant. Regardez, on obtient un flux lumineux 2,5 fois supérieur à celui des meilleures ampoules halogènes, tout en ayant une consommation d'énergie réduite de 35%. Avec le xénon, on a l'impression de voir comme en plein jour, et pour cause, la lumière produite est proche de celle du jour. Avec de telles performances, ce type d'éclairage va se généraliser dans les prochaines années sur toutes les voitures. Mais la grande révolution dans le domaine de l'éclairage, elle va arriver grâce à l'électronique. Si aujourd'hui les phares sont immobiles, demain ils seront capables, comme ce prototype, de s'orienter grâce à des capteurs disposés sur la voiture. L'intelligence de cet éclairage vient de plusieurs sources. Il y a la vitesse, l'angle des roues, l'accélération et le freinage. Démonstration. Regardez, en arrivant à ce carrefour, l'électronique commande instantanément l'orientation des phares, ce qui a pour conséquence d'éclairer l'intérieur du virage. Autre source d'information possible pour rendre cet éclairage intelligent, le système de navigation GPS. En suivant en permanence votre position très précisément et en la comparant avec sa cartographie en mémoire, il pourra déterminer ainsi le tracé de la route. Ce système de navigation est capable de détecter la présence d'une courbe et ainsi d'adapter en conséquence l'orientation et la largeur du faisceau des phares. Si ce système est aujourd'hui en cours de développement, il faudra attendre 2002 voire 2003 pour le voir équipé sur une voiture de série. Mais une chose est sûre, avec cet éclairage intelligent, rouler de nuit ne sera plus une corvée. Super. Le V6, le 6 cylindres en V pour moteur, un look ravageur, la petite Beetle RSI présentée en première mondiale le mois dernier sur le Salon de Détroit a vraiment tout pour séduire les amateurs de tuning. Mais encore lui faut-il convaincre les grands patrons de Volkswagen qu'il est indispensable de la produire, car pour le moment, eh bien, la petite Beetle RSI n'est qu'un test clientèle. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc est déjà sous le charme. Si vous aussi, vous avez craqué sur le look de la New Beetle, mais qu'après réflexion, elle vous paraît un peu trop sage, alors réjouissez-vous car le bureau de style américain de Volkswagen a entendu vos prières. Après une sévère cure de bodybuilding, la gentille coccinelle nous revient en effet transformée en méchant scarabée.
Et pour afficher son caractère plus viril, la Beetle RSI n'y va pas par 4 chemins, en reprenant les vieilles recettes à la mode dans les années 70. Aile surgonflée, élargie de 14 cm, monumental aileron arrière, imposant spoiler avant, percé d'énormes prises d'air, phare additionnel, volumineuse jupe arrière d'où émergent 2 grosses sorties d'échappement, imposante roue de 18 pouces en alliage, chaussée de pneus extra larges, et enfin pour lui donner un aspect encore plus bestial, des caches qui masquent les parties supérieures du pare-brise et de la lunette arrière. Évidemment, avec une telle gueule, la coccinelle ne pouvait se contenter des motorisations de série, y compris le 1,8 litre turbo de 150 chevaux qui fait son apparition sur la New Beetle en ce début d'année. Eat this. Pour lui donner un cœur digne de sa musculature, on lui a donc greffé un V6 24 soupapes accouplé à une boîte 6 vitesses à embrayage piloté électroniquement. Volkswagen n'annonce pas de puissance, mais on peut tabler sur au moins 250 chevaux, qui devraient d'ailleurs passer sans mal au sol grâce à la transmission intégrale 4Motion dont est équipée la voiture. Tapageuse à l'extérieur, la Beetle RSI l'est également à l'intérieur. Aluminium, carbone, siège baquet revêtu de cuir noir et rouge, tout rappelle le caractère sportif de la voiture. En tout cas, l'esprit power flower des Cox d'antan a cette fois bien disparu et le petit solifleur à côté du volant paraît désormais bien anachronique dans ce monde de brut. Les Français boudent les berlines, c'est le résultat d'une enquête sur le mode de vie et les comportements. En 4 ans, les voitures traditionnelles pourvues de 4 portes et d'un coffre ont perdu près de 10 points de part de marché. Les breaks ont acquis leur lettre de noblesse, monospaces ne sont plus de simples niches. Les modèles de tourisme dérivés d'utilitaires effectuent une percée spectaculaire. Les tendances devraient se confirmer aux États-Unis, où déjà 50 à 60% des voitures aujourd'hui ne sont plus des berlines. Après la désagréable augmentation traditionnelle des carburants le 11 janvier dernier, voici depuis le 1er février la triste hausse annuelle des tarifs de péage. Cette hausse est de 1,2% en moyenne sur l'ensemble du réseau national pour les véhicules de tourisme classe 1. Cette augmentation devait être de l'ordre de l'inflation. Pour mémoire, sachez qu'elle était l'an dernier de 0,3%. Il n'y a plus de Français à un poste stratégique chez Ford. Claude Lobo, directeur du style Moyam, vient de prendre sa retraite. Claude Lobo, du design New Age, il avait notamment dessiné Ford, la K, la Puma et bien sûr la Focus élue voiture de l'année 1998. Au programme dans Turbo, tout de suite après la pub, un goût d'Amérique avec l'essai du 6.6 Ranger Polaris, les impressions d'essai d'un grand champion cycliste, Florian Rousseau, au volant du coupé Z3M BMW, du 2 roues avec l'essai du Honda 125 Panthéon, et puis le reportage d'Éric pour tout savoir en avant-première, bien entendu, sur ce nouveau concept car Renault. Alors à tout de suite. Les Américains, toujours eux, ont le chic pour réaliser des engins qui a priori nous semblent inutiles, mais dans la pratique se révèlent franchement indispensables. Témoin, le sirop motrice de chez Polaris, en le et l'engin agricole, ce terrain doté d'un site de franchissement exceptionnel. C'est le plus apprécié des Rangers pour la surveillance des grands arcs nationaux. Le Ranger Polaris, allez c'est maintenant dans Turbo, avec donc, bien sûr, Jean-Luc Moreau. Si en matière d'engins, vous pensez avoir tout essayé, après avoir conduit des motos, des très quads, eh bien vous trompez, car l'américain Polaris a un petit véhicule qui n'est rien de tout. Son nom le Ranger, mais on aurait pu l'appeler l'écureuil, car la bestiole grimpe littéralement aux arbres. Bon, côté détail, vous n'êtes pas embêté par la liste des options, car le Ranger est un engin plutôt rustique. Pas de toit, pas de vitres, pas de pare-brise, mais en revanche, c'est cela qui compte, et des suspensions à grand débattement qui lui permettent de passer vraiment partout. Démonstration.
Avec ses gros soies chrome et ses 100 kg seulement, il n'y a pas grand chose qui arrête le Ranger. Le plus fort, la bestiole n'est pas capricieuse pour dessous puisque sa conduite est adaptée d'un enfant de 4 ans. En effet, les commandes limitent à un volant, une pédale de frein, une pédale d'accélérateur. Le Ranger étant équipé d'une transmission à vapeur comme une mobile. Il y a quand même un levier pour sceller la marche avant ou marche arrière et un interrupteur sur le tableau de bord qui est en transmission roue avant. En 90% des cas, il est en effet inutile d'avoir recours aux 6 roues motrices, les 4 roues suffisant amplement. Et ça veut dire qu'une gamme courte est même disponible, c'est pleinement les 40 chevaux du moteur monocylindre dans 500 cm. Bref, le Pulse Ranger, c'est la bonne à tout faire du tout-terrain. Et comme nous, vous le savez, on est un peu vicieux, on a voulu savoir s'il savait tout faire. Nous l'avons donc emmené dans une zone de trial sur Pasquini à Isère. Et regarde, c'est tellement efficace qu'on en reste muet. Le mot de fin quand même est sûr, chacun d'entre nous se pose. Finalement, ça sert à quoi? Pour moi c'est clair, ça sert à faire. Mais plus sérieusement, c'est un outil parfait pour les agriculteurs, les honneurs ou les chasseurs. Et il vaut mieux car l'on coûte quand même 85 000 francs. Stars du sport, du spectacle et surtout vous tous qui nous regardez chaque semaine, vous serez conviés désormais à nous donner vos propres impressions d'essai sur les voitures d'aujourd'hui. N'hésitez donc pas à nous envoyer d'ores et déjà vos candidatures. Aujourd'hui, c'est Florian Rousseau qui se met aux commandes des 320 chevaux du coupé Z3 BMW. Florian est triple champion du monde de vitesse individuelle sur piste et il est aussi champion olympique du kilomètre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que c'est un passionné d'automobile. Reportage de Lionel Robert. Nom Rousseau, prénom Florian, âge 24 ans, taille 1m82, poids 83 kg. Signe particulier, l'homme le plus rapide de la planète sur 2 roues et sans moteur, grand collectionneur de médailles d'or. Nom BMW, prénom Coupé Z3M, âge 6 mois, taille 4,25 m, poids 1300 kg. Signe particulier, ressuscite un genre disparu depuis les années 60, celui des coupés 2 places plus haillons, avec moteur avant et transmission aux roues arrière. Gueule d'ange et cœur de lion, ces deux champions de la vitesse étaient donc faits pour se rencontrer. Ils se sont donné rendez-vous sur le vélodrome centenaire de la Cipale, en région parisienne. C'est une voiture déjà magnifique au premier abord. Quand on regarde cette ligne, c'est une ligne sportive et puis très racée. Et puis aussi ces ailes à l'arrière qui sont très larges, qui donnent l'effet de largeur à la voiture et qui donnent un effet de force, de puissance. Tu as déjà conduit une voiture de plus de 300 chevaux ? Non, jamais. Jamais. J'ai jamais conduit une voiture aussi puissante. 300 chevaux, c'est difficile à matérialiser, mais lorsqu'on doit être au volant, on doit avoir de bonnes sensations. Quand tu es prêt à prendre le volant, t'es pas trop tendu, ça va ? Non, même impatient. Premières impressions comme ça là, sur les premiers mètres. On sent que c'est une voiture, dès qu'on appuie un peu sur l'accélérateur, qui demande qu'à partir, à s'envoler. Hein. C'est très grisant, on a envie d'appuyer un peu. On retrouve l'ambiance BMW, la qualité et la finition. On pourrait faire énormément de kilomètres, et on se sent bien dans sa voiture et on a envie d'y rester, quoi. Le seul inconvénient, c'est qu'on se sent à l'étroit dans cette voiture. Donc on n'a pas beaucoup de place. Et puis aussi, les rétroviseurs extérieurs sont très en retrait. Donc pour la visibilité, c'est pas génial. Si je t'échange un baril de Z3M contre une médaille d'or aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu choisis ?
une médaille aux Jeux Olympiques. Je pense qu'avec une médaille aux Jeux Olympiques, j'aurais quelques prix, mais je pourrais me l'offrir. Voilà. Le système de freinage ABS, c'est bien sûr un gros atout sécurité, mais c'est aussi une première aujourd'hui sur un scooter. Un look super sympa, un moteur de temps moins polluant que tous ceux qui existent actuellement, et puis une conduite proche de celle d'une moto. Le Honda 125 Panthéon est certes le plus cher du marché de tous les scooters, mais en tout cas, c'est le plus sophistiqué. Le voici à l'essai avec au guidon Pierre-Yves Godilla. Le marché du scooter Grand Tourisme 125 est en pleine forme. Il faut dire qu'avec les progrès accomplis dans cette catégorie, les GT représentent l'alternative la plus rationnelle à la voiture. Et Honda ne s'y est pas trompé en présentant le Panthéon, de loin le scooter le plus classe de sa génération, qui n'est pas sans rappeler le style des grosses routières du constructeur japonais. Le Panthéon se positionne comme le scooter BCBG de la catégorie. Son moteur de temps est équipé d'un système qui maîtrise la combustion des gaz et diminue leur taux d'émissions nocives dans l'atmosphère, ce qui en fait un moteur propre. Côté rangement, ce scooter dispose d'un coffre large et profond de 40 litres, acceptant bien les casques, les raquettes de tennis et autres documents. Enfin, pour compléter ces espaces de rangement, 2 boîtes à gants ont été apposées sur l'avant du véhicule, dont une verrouillable, plutôt pratique. La planche de bord du Panthéon est également complète et très lisible. Les commandes sont de bonne qualité et d'une très bonne ergonomie. Détail important, l'avertisseur sonore est très accessible et surtout puissant, un gage de sécurité sur un 2 roues. La sécurité, justement, est un des maîtres mots du Panthéon qui dispose d'un système de freinage fabuleux, couplant le disque avant au tambour arrière. En clair, c'est un anti-blocage et c'est nettement le meilleur dispositif du marché. Afin d'avoir un avis totalement objectif, nous avons demandé à un téléspectateur de tester ce 125 dans le cadre de son travail. Alain Tillet est avocat et se déplace tous les jours dans Paris en voiture, ce qui n'est pas toujours facile. J'avoue que j'ai toujours un a priori sur les scooters. C'est parce que pour moi, scooter égale coursier. Et donc, compte tenu de ma profession, c'est toujours un peu délicat d'arriver en scooter. Là, aujourd'hui, avec un coffre qui est très vaste, ça nous permet de mettre des dossiers. Dans notre profession, les dossiers, c'est pas ce qui manque. Il m'a impressionné d'abord par son design. Je trouve qu'il a un look très sympa. Et surtout, ce qui m'a séduit, je crois que c'est son freinage. Ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'on freine, on s'arrête. Et on s'arrête en restant sur la machine. S'il y avait un mot pour résumer la sensation, c'est la sécurité. En clair, ce 125 est un modèle idéal pour débutants sur 2 roues, dont voici les chiffres à retenir. Ce scooter est motorisé par un moteur de temps, un refroidissement liquide et développant 15 chevaux. Le réservoir, quant à lui, contient 12 litres permettant une autonomie de 140 km, donnant une consommation moyenne de 5,3 litres au 100. Les roues sont un paramètre important, elles sont de 12 pouces, dotées de pneus larges. Hauteur de selle convient même au petit gabarit avec 760 mm de hauteur. 144 kg, c'est le poids du Panthéon, ce qui fait de lui le plus lourd de la catégorie. Lourd, le tarif l'est aussi, à 24 470 francs, c'est plus cher que la concurrence, même si la qualité de fabrication Honda respire le sérieux. Aux grandes dames des défenseurs de la langue française, Avantime restera donc peut-être le nom définitif de ce superbe concept car de Renault, le premier coupe-espace de l'histoire de l'automobile. Un nouveau style automobile, une nouvelle mode qui relance également l'association avec Matra. À l'aube du 3e millénaire, tous les chasseurs de scoops de la planète s'étaient donné rendez-vous dans le sud de l'Espagne pour tenter de débusquer le futur haut de gamme conçu par Renault et baptisé Avantime. Il faut dire que ce drôle de monospace aux allures futuristes préfigure un modèle de série. Proche à 95% des formes définitives, ce coupé-espace se définit comme un coupé Grand Tourisme 2+2 qui n'est pas sans rappeler le concept car initial de 1995 ou encore le Velsatis présenté au dernier mondial de l'automobile. Ses dimensions sont inférieures à celles d'un espace avec ses 4,64 m de long pour 1,88 m de large, mais sa hauteur est inférieure à celle d'une Mégane scénique. S'il possède des roues de 20 pouces, par contre son empattement est égal à celui d'une Safran pour un poids de 1750 kg.
Côté design, on notera la présence des optiques équipées de veilleuses néon, un système esthétique mais qui a peu de chances d'être repris en série. L'ouverture des portières s'effectue grâce à une carte magnétique qu'il suffit de présenter au niveau de la poignée. La présence du toit tout en verre accentue la sensation d'espace créée par un habitacle très zen, à la fois élégant et dépouillé. La planche de bord, elle aussi épurée, abrite un tableau de bord central sous lequel on trouve un système GPS couplé à un lecteur DVD portable ou encore un porte-verre très chic. L'accès aux places arrière avec fauteuil séparé est facilité par l'ouverture automatique des glaces latérales. Là aussi, chaque détail a été soigneusement étudié, comme le souligne la présence de 2 écrans vidéo, eux aussi couplés à un lecteur DVD portable avec écoute séparée à infrarouge, ou encore le minibar entièrement réfrigéré. Astucieusement dissimulé dans le logo, on trouve le bouton d'ouverture du coffre dont le volume est plutôt généreux. Il dispose d'une sangle d'arrimage des bagages et son plancher dissimule un compartiment très pratique. Pour motoriser l'Avantime, Renault prévoit d'utiliser un V6 3 litres 24 soupapes développant 250 chevaux et couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. De quoi assurer des performances à la hauteur des ambitions de ce modèle très ciblé qui se positionne pourtant au niveau de son grand frère l'Espace. Reste que son utilisation sera beaucoup moins familiale et son prix certainement plus élevé. Enfin, sachez pour finir qu'il faudra attendre l'été 2000 pour voir commercialiser la version définitive de ce coupe-espace, pas comme les autres. Neige, pluie, mauvaises conditions de circulation, voilà au moins 3 bonnes raisons pour mettre au programme la semaine prochaine une bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou une fête des pères. L'école de conduite Porsche sur glace. Et précision d'importance, on n'est pas obligé d'avoir soi-même une Porsche. Une nouveauté japonaise tout-terrain, le Mitsubishi Pajero Sport. Un gros break 4x4 pour les pères de famille amateurs de petits week-ends à la campagne. Et à ce propos, nous vous dirons aussi les pièges à éviter lors de l'achat d'un 4x4 d'occasion. Augmentation ou voiture de fonction, laquelle est la plus avantageuse? Autrement dit, laquelle choisir si votre très gentil et très généreux patron vous en fait l'offre? Le trophée Andros et un coup de projecteur sur la bombe glacée, l'Opel Astra d'Yvan Muller. Enfin, à l'occasion de l'ouverture du salon Rétromobile à Paris, coup d'œil dans le rétro sur une bombinette sortie il y a 20 ans et très peu connue de chez Peugeot, la 104 ZS2. Voilà, l'équipe de Turbo est heureuse d'avoir pu vous montrer aujourd'hui en avant-première et par le détail ce nouveau concept car Avantime de Renault. Merci de votre fidélité, au revoir et à samedi prochain.